Oui, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Donc, je disais vraiment désolé pour le petit souci technique, donc la connexion qui pose problème. Voilà, donc bienvenue dans notre présentation. On va parler du sepsis. On va plus se focaliser sur le diagnostic et la prise en charge. Et les autres aspects comme l'épidémiologie ou la physiopathologie, on peut en parler lors de la discussion. On voudrait que l'exposé soit un peu plus pratique parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cliniciens, des gens qui pratiquent la clinique au quotidien. Et donc, on veut plus axer on veut pas que ça soit une présentation trop académique, mais on veut que ça soit quelque chose de très pratique qui peut être utilisé immédiatement sur terrain. D'accord? D'accord, d'accord. OK. Alors, nous allons commencer. Tiens, c'est bizarre, ma présentation ne défile pas. OK, c'est bon comme ça. Ah, c'est le plan que nous allons suivre. On va parler brièvement de la définition, de la présentation clinique, des principes de prise en charge, des objectifs de la réanimation, des moyens thérapeutiques et de la réanimation ciblée du choc septique. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est qu'après cette présentation, tout le monde doit être capable de reconnaître les signes du sepsis et du choc septique, de décrire les principes de traitement du sepsis ainsi que du choc septique, décrire les objectifs thérapeutiques et pratiquer une réanimation précoce et ciblée. Alors, on va passer à notre premier point, donc c'est la définition. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1992, tout le monde définissait le sepsis à sa manière. Et c'est en 1992 que les experts se sont réunis pour donner une définition codifiée pour le sepsis. Et c'est cette définition que nous avons tous utilisée et que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, continuent d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, en 1992, on a défini le sepsis comme étant un CIRS, c'est-à-dire un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est dû à une infection. Et donc, pour dire que quelqu'un avait un sepsis, il fallait qu'il y ait la présence d'une infection suspectée ou confirmée et au moins deux critères du CIRS. Pour rappel, c'est ce que vous voyez là devant vous. Et c'est ce que nous avons étudié à la faculté. Sauf que le problème est qu'on avait l'impression que les critères étaient trop larges et que beaucoup de gens avaient finalement un sepsis. Et c'est comme ça qu'on voit parfois dans des hôpitaux, vous avez 10 malades hospitalisés, tout le monde est là pour sepsis, sepsis, sepsis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a une fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute et une polypnée à 24 cycles par minute avec des globules blancs élevés. Donc pour tout le monde, c'était ça la définition du sepsis. Et 10 ans après, en 2012, les experts se sont encore réunis une deuxième fois parce que la médecine avait beaucoup évolué. Il y avait de la biologie moléculaire, il y avait l'immunologie. Et ils ont défini le sepsis. Ils ont ajouté des nouveaux critères pour la prise en charge du sepsis, disons pour la définition du sepsis. Et ce sont des critères qu'on a très peu utilisés, qui sont très peu connus. Okay, ils avaient utilisé des choses comme l'altération de l'état neurologique, la glycémie, la CRP, la procalcitonine. Et si vous regardez l'avant-dernière ligne, donc les paramètres de fonction d'organes, on a quelque chose qui est assez familier, puisque c'est la dysfonction d'organes qui va apparaître finalement en 2016. Donc, depuis 2016, la définition du sepsis a changé. Aujourd'hui, on définit le sepsis comme une dysfonction d'organes qui est due à une réponse inappropriée de l'organisme face à une infection. L'infection peut être soit prouvée ou suspectée. Et sur le plan pratique, pour dire que quelqu'un a un sepsis, il faut qu'il ait un score de SOFA supérieur ou égal à 2. Alors, comme le score de SOFA est un peu fastidieux à calculer, on a fait un petit score de SOFA ou un diminutif du score de SOFA qu'on a appelé le quick SOFA, c'est-à-dire le SOFA rapide, et lorsque le quick SOFA est supérieur ou égal à 2, en dehors de la réanimation, on est en droit de suspecter le sepsis. Et à ce moment-là, il faut revenir vers le SOFA pour le calculer. Alors, le score de SOFA, c'est ce tableau que vous voyez devant vous. SOFA veut dire quoi? Sequential Organic Failure Assessment, c'est-à-dire évaluation séquentielle de dysfonction d'organes.
En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, on considère le sepsis comme étant une dysfonction d'organes et on va passer des organes en revue pour voir s'il y a une dysfonction d'organes. Par exemple, on va passer en revue le système respiratoire. On va évaluer le système respiratoire et le critère qu'on va évaluer, c'est la PaO2 sur la FiO2. Et lorsque plus elle est inférieure à la normale et plus le score de SOFA est élevé. Le deuxième système ou le deuxième organe que euh, on va dire évaluer, donc on va voir le système de la coagulation. Et là, on va évaluer le taux de plaquettes. Et plus le taux de plaquettes est bas, plus le score de SOFA est élevé. Ensuite, on va évaluer le système hépatique et au niveau donc du foie, le critère qu'on va, ou le marqueur qu'on va évaluer, c'est la bilirubine. Plus la bilirubine est élevée et plus le score de SOFA est élevé. Pour le système cardiovasculaire, le critère ou le marqueur qu'on va utiliser, c'est la pression artérielle moyenne. Dès que la pression artérielle moyenne est inférieure à 70 mm de mercure, on a déjà un score de SOFA qui est à 1. Et dès qu'il faut utiliser des amines vasoactives comme la dopamine ou la dobutamine, en réalité, c'est la noradrénaline qui est l'amine vasoactive de première intention. Le score de SOFA est déjà égal à 2. Et on évalue aussi le système nerveux central et plus le score de gaz et c'est les reins. Et là, on a deux marqueurs, soit on va et plus la créatinine est élevée, le score de SOFA est élevé aussi. Et donc, pour que pour qu'on dise aujourd'hui que quelqu'un a un sepsis, il faut donc un score de SOFA supérieur ou égal à 2, ou encore une élévation de 2 points du SOFA lorsque quelqu'un a une dysfonction d'organes déjà existante. Et donc, ça, c'est depuis 2016 qu'on a défini le sepsis comme ça. Nous, aux cliniques universitaires, c'est ce qu'on utilise. Et dans la plupart des hôpitaux en Occident, on utilise ce score de SOFA. Alors, comme je vous ai dit, le score de SOFA est un peu fastidieux à calculer. Vous avez vu tous ces paramètres. Dans notre pays qui manque de ressources, où les malades manquent d'argent, vous voyez que c'est très difficile de pouvoir prélever tous ces examens pour le faire. Et donc, pour parer à cette difficulté, les experts donc, en réanimation en soins intensifs ont établi un SOFA diminué ou un diminutif du score de SOFA ou un SOFA simplifié qu'on a appelé le rapide SOFA ou le quick SOFA, qui ne mesure que 3 éléments. Et c'est quelque chose qui est à utiliser au niveau des urgences, par exemple, ou en hospitalisation, quand vous avez un patient qui se dégrade brutalement, vous faites rapidement le quick SOFA, ou lorsque vous avez l'artérielle systolique qui doit être inférieure ou égale à 100 mm de mercure, la fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22 cycles par minute, et le score de Glasgow inférieur à 15. Alors, quand vous avez au moins 2 critères sur 3, dans un contexte infectieux, vous êtes en droit d'évoquer un sepsis. Et à ce moment-là, quand votre pic SOFA est positif, vous pouvez maintenant rentrer pour calculer votre score de SOFA. Alors, aujourd'hui, de plus en plus d'études ont démontré que le quick SOFA détectait les sepsis un peu tard. La grande
noter aujourd'hui dans le choc septique, c'est le taux de lactate supérieur ou égal à 2 millimoles par litre. Cela veut dire quoi? Formaliser. Notre patient doit être considéré comme s'il avait toujours un choix pour la fièvre, des douleurs abdominales, lombaires. Le sepsis va épouser les signes cliniques de sa porte d'entrée. Et le sepsis va épouser aussi les signes cliniques de la comorbidité que votre patient présente. Je m'explique. Si votre patient est diabétique, OK, et qu'il a un sepsis, il se peut qu'en plus des signes de la porte d'entrée de la maladie, il vienne aussi avec des signes de décompensation du diabète, c'est-à-dire une polyurie, une polydipsie, une polyphagie. OK? Si votre patient a, par exemple, comme comorbidité allez, on va dire un AVC, des séquelles d'AVC, il viendra avec vous avec de l'hémiplégie, avec des signes de localisation, etc., etc. Et aussi, euh, mais déjà, quelques signes peuvent nous permettre quand même de suspecter un sepsis. Lorsque vous avez un patient qui a une confusion, qui a une léthargie, qui est en coma, OK? Quand vous avez un patient qui a des signes de détresse respiratoire, un patient qui vient en hypotension, en choc, un patient qui vient en oligurie, OK? Qui vient avec déjà un ictère, OK? Un patient qui vient avec une diathèse hémorragique, c'est un patient chez qui on va suspecter donc un sepsis. Alors, voilà. Alors, rien qu'avec la clinique, on peut estimer un score de SOFA. Par exemple, lorsqu'on voit le système respiratoire, OK, lorsque notre patient a une fréquence respiratoire autour de 40, 56 et qu'il sature entre 80 et 90 à l'air libre, déjà un score de SOFA qui est autour de 2 ou de 3. Par exemple, pour le système de la coagulation hémorragique, okay, on peut déjà lui attribuer un patient qui a autour de, dès que le SOFA est déjà autour de 2, un patient a une diurèse entre 500 et 200 millilitres par 24 heures, on dit déjà qu'il a un score de SOFA à 3, et lorsqu'il a moins de 200 millilitres par 24 heures, on dit que son score de SOFA est déjà à 4. Donc, le score de SOFA n'est pas une excuse pour ne pas le calculer, puisque rien qu'avec la clinique, on peut déjà l'estimer. Voilà. Alors, pour reconnaître un choc septique, okay, nous avons eu comme tendance, ou bien nous avons appris à la faculté qu'on se basait plus sur la pression artérielle systolique. Et donc, on nous disait à l'époque que lorsqu'on a une pression artérielle inférieure à 90/60, on devait déjà penser à une hypotension. Mais aujourd'hui, on parle plus du concept de la pression artérielle moyenne. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir une bonne pression artérielle. Je donne un exemple, hein, une bonne pression artérielle apparente. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une pression artérielle de 100 sur 70 mm de mercure ou de 100 sur 80. Okay? Beaucoup de cliniciens vont dire que c'est normal. Mais lorsque vous calculez la PAM, vous verrez que la PAM d'un patient qui a une tension à 100 sur 60 ou bien 100 sur 80, elle est autour de 62, 63 mm de mercure. Et donc, aujourd'hui, c'est mieux de calculer la PAM. Mais néanmoins, quelqu'un qui a une pression artérielle
à moins de 90/60, il faut quand même se poser la question si le patient n'est pas en choc. Et aussi, lorsque nous avons une chute de plus de 40 millimètres de mercure brutalement chez un patient qui a des tensions toujours élevées, ok, je donne un exemple, vous avez un patient que vous suivez depuis longtemps, qui a toujours l'habitude d'avoir des pressions autour de 150 sur 80. Okay. S'il revient un jour avec une pression artérielle de 110 sur 50, il faut que comment est en train de se recolorer dans comment ça se recolore au niveau des secondes. Pour ma part, je n'ai jamais vu de marbrure, même pas chez un sujet clair. Okay? Donc, c'est assez difficile à voir chez les noirs. Je sais qu'on peut les voir chez les bébés, vraiment à la naissance. Les bébés sont tout clairs là. Et peut-être sur les peaux très claires aussi, on peut reconnaître les marbrures. Alors, un patient qui a une oligurie, qui vous dit qu'il a un effondrement de la durèse associé à un pouls petit et filant, à une altération de la sensibilité, un temps de recoloration capillaire supérieur à 3 secondes, il faut suspecter un choc. Et aujourd'hui, le taux de lactate élevé est un marqueur important dans le choc. Donc, si vous avez un bon plateau technique, que vous pensez qu'un malade est en choc, si vous faites les lactates et que les lactates sont élevés, en tout cas, il y a une très grande probabilité que votre patient soit en choc. Alors, les principes de la prise en charge. Il faut une reconnaissance précoce du sepsis et du choc septique. En retour, on va être mal soigné et il va quitter le stade de l'infection simple, on va dire, pour passer au stade de l'infection sévère, donc du sepsis. Okay? Et donc, il faut une reconnaissance précoce donc, de ce passage-là, d'une simple infection à un sepsis. Ensuite, lorsqu'on a reconnu que nous sommes devant un sepsis ou même un choc septique, il faut directement, dans l'heure où on a diagnostiqué le sepsis, commencer une antibiothérapie empirique probabiliste. Et surtout, on insiste sur un point, c'est ce qui est vraiment souligné en rouge, c'est les prélèvements biologiques. Nous avons tendance dans notre pratique à ne pas faire de prélèvements biologiques. On ne fait pas les hémocultures, on ne fait pas l'uroculture, on ne fait pas la coproculture. Le problème avec le fait de ne pas prélever les cultures euh,